Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud. Un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux et extrêmement généreux en partage d'expériences. J'ai lancé ce podcast par soif d'apprendre, mais aussi pour donner la voix à des personnes inspirantes dans le sud de la France et partager avec vous cet apprentissage précieux. Je vous laisse écouter maintenant ma conversation avec Stéphane Clair. Stéphane Clair est une personnalité très connue dans le monde des sports mécaniques puisqu'il dirige le fameux circuit Paul Ricard. Avant d'en arriver là, il nous raconte son parcours unique, construit dans une discrétion et modestie qui lui ressemble. Stéphane est une de ces personnes qui ne vous laisse pas indifférent. Il est extrêmement passionnant et passionné, un élément qui va le driver toute sa vie à travers de très belles aventures humaines et sportives. Charismatique et déterminé, il a réussi à relever le grand défi de ramener le Grand Prix de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard en 2018 après une absence de 28 ans. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette première interview et je dois dire que Stéphane a été l'invité parfait. Bienveillant, naturel, modeste, brillant. J'espère que cela vous donne envie d'en savoir plus sur lui et sur son métier. Je vous assure que vous n'avez pas besoin d'être un grand connaisseur des sports automobiles pour être séduit par cette conversation captivante avec Stéphane. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Stéphane, tout d'abord merci beaucoup pour ton accueil ici sur ce magnifique circuit Paul Ricard et de me faire l'immense honneur d'être mon premier invité de ce podcast. Nous allons commencer au tout début. Tu es né en 1971 à Nice. Absolument, il y a presque 50 ans. Oui. C'était comment de grandir à Nice ? C'est formidable parce que moi j'adore cette ville, à la fois parce qu'on est entre mer et montagne, un peu comme ici au Castellet. On a la mer, la montagne avec les stations de ski, avec une vie sportive. Donc j'ai adoré mon enfance qui a commencé dans le centre-ville, puis petit à petit on s'est un peu éloigné pour se retrouver dans la campagne et ça m'a permis de faire plein de choses différentes et du sport en particulier. Tu as toujours été très sportif dès tout petit ? Ouais, j'ai été toujours un grand passionné, c'est-à-dire curieux et passionné. Donc j'ai découvert plusieurs disciplines, du sport collectif, du sport individuel et puis les sports mécaniques qui sont venus assez rapidement. Ok, c'est quelque chose que tu as de tes parents ? Alors oui, maman très très sportive puisqu'elle a commencé comme prof de sport et elle était athlète et prof de sport et puis elle s'est dirigée vers les métiers de l'éducation. Et mon père, pompier, il a fini sa carrière comme colonel de pompiers, donc évidemment sportif, mais surtout passionné de sport mécanique, passionné de moto et de voitures de rallye et autres. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers un peu dynamique parce que le sport est important, mais aussi passionné par les belles voitures, par les belles choses et par cet univers des sports mécaniques. Puis Nice est bien placé pour ça, puisqu'on habitait dans une spéciale du Monte-Carlo, le rallye. Donc ça éveille sans doute, des choses comme ça dans la jeunesse qu'on retrouve un peu plus tard. Tu es d'une grande famille ? J'ai une sœur et non, pas une très, très grande famille. Je dirais qu'on a passé de bons moments. Je suis parti assez tôt parce que j'ai décidé rapidement d'aller faire mes études. Et avant 18 ans, j'étais seul installé à Lyon pour faire des études de communication. Tu as fait une école de commerce ? Une école de communication, en fait, pour être très sincère, j'avais on va pas dire un mentor parce qu'il est décédé, mais en tout cas un modèle qui s'appelle Thierry Sabine, qui est l'inventeur du Paris-Dakar.
Et Thierry Sabine, il avait fait une école qui s'appelle l'EFAP, qui est une école à la base de formation au métier de la communication et aux attachés de presse et au métier de la communication et du journalisme. Et j'ai suivi un peu ses traces en me disant que finalement, la communication permettrait elle menait un peu à tout. J'étais pas forcément un entrepreneur dans l'âme ou un businessman dans l'âme, mais j'étais plutôt un journaliste ou un homme de communication et j'adorais les métiers de la radio, de la télé, etc. Et j'ai eu cette chance de pouvoir très rapidement, juste derrière mon bac, aller rejoindre cette école qui m'a donné un sens très pratique, c'est-à-dire dans une école de communication, vous êtes en stage dès le premier jour et vous commencez à travailler. J'allais dire, au bout de 3 mois, j'avais mon premier contrat de travail en parallèle de mes études. Donc, plutôt une très belle expérience, très pratique et très orientée vers les autres et la relation avec les autres. Et c'est ce que j'adore parce que je suis curieux et fan de la rencontre avec les autres. L'école s'appelle comment? Elle s'appelle l'EFAP, École française des attachés de presse, et il y en a aujourd'hui une à Paris, une à Lille, une à Lyon, et c'est une école qui s'est développée, mais parce que, en tout cas moi quand j'y suis allé, c'était quelque chose qui était assez méconnu, les promos étaient petites, on ne faisait pas encore de la communication dans les entreprises, en tout cas c'était pas un vrai métier, et le fait d'avoir débuté à ce moment-là m'a permis finalement de trouver très rapidement une voie, un boulot et de se faire plaisir à un moment où le marché de l'emploi il était florissant, c'est-à-dire toute personne qui savait faire un petit peu, je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'email, il n'y avait pas encore de site web, etc. Donc, et que le téléphone portable il pesait, je sais pas, 4 ou 5 kilos dans une valise. Donc forcément, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes, les médias n'étaient pas les mêmes, mais c'était vraiment une formidable expérience. Du coup, pourquoi tu restes pas à Lyon? Pourquoi tu reviens dans le sud? Tu commences donc ta carrière par être animateur TV, c'est ça? Oui, alors ça, c'était basé à Lyon. Pendant mes études, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables qui m'ont ouvert les portes très rapidement de métiers incroyables. J'ai fait par exemple de la radio, mais j'avais 18 ans et j'animais une tranche d'information pour la radio numéro 1 sur Lyon le matin. On ne sait pas pourquoi, France 3, alors à l'époque ça s'appelait FR3, m'a fait confiance pour me laisser produire une émission. Puis cette émission est devenue nationale. On a vendu des concepts, dont un qui s'appelle Faut pas rêver, qui continue à exister. Bref, moi j'ai démarré très très vite. Au moment où j'ai commencé à mettre le pied dans cette école, j'ai eu des opportunités incroyables. Et l'une d'entre elles, ça a été de venir à Marignane, à l'aéroport Marseille-Provence, pour faire un petit stage, comme tous les étudiants en font, dans un service de communication. Et puis, ton deuxième job, du coup, oui, parce que tout de le suite stage s'est après. transformé au bout de 3 mois en un contrat à durée indéterminée pour m'occuper de la communication de l'aéroport. Et ça m'a permis de me lancer dans cette région que j'adore aujourd'hui, donc la Provence, finalement un peu plus proche de Nice, mais retour aux sources et puis dans un secteur d'activité que j'ai adoré. Mais tu as eu très tôt confiance en toi pour pouvoir produire déjà une émission radio. Que c'est l'école qui t'a transmis cette confiance? Est-ce que ça vient de tes parents? Je pense que ça, c'est dans mon caractère. J'ose et j'adore tenter. Okay. Donc le défi, le challenge, c'est ce que j'adore au quotidien. Et sans challenge, je m'ennuie très 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 vite. Donc il faut en trouver tous les jours. Et tout jeune, j'allais dire, ça dépend des métiers. J'ai la chance aujourd'hui d'exercer un métier où on est challengé tous les jours, donc on ne s'ennuie pas. Mais à l'époque, en tout cas, j'ai des souvenirs au collège où j'animais des soirées de gala, où je montais des petits commerces. À 12 ou 13 ans déjà, je pense que j'avais cette fibre-là. Je ne savais pas que c'était la fibre d'entreprendre. Ça, je l'ai su très tard. C'était pas mon objectif. Gagner de l'argent, monter des business, etc. C'était pas du tout mon credo. En tout cas, j'ai pas fait d'études et j'ai pas imaginé bosser là-dedans. Et puis, la vie vous amène à faire des choses que vous n'avez pas imaginé faire.
Bien sûr. Enfin, pour toi, c'était naturel. Entreprendre, c'était naturel. Tu le faisais, pas d'objectif particulier en tête. Non, sachant que je venais pas C'était d'une un plaisir. famille orientée vers ça, j'avais pas autour de moi des gens qui étaient euh, orientés vers toute cette vers la finance, vers le business, vers ces choses-là. Et puis finalement, je crois que le charisme ou en tout cas la faculté d'entraîner les autres à faire des choses avec vous, c'est ce qui m'a permis et m'a guidé tout au long de ce début de carrière. Tu pars ensuite dans une agence à Alice Événements. Ouais, expérience très intéressante qui m'a donné le goût de devenir chef d'entreprise. En fait, je me suis associé avec un Marseillais formidable qui Tu s'appelle rentres en tant Pierre que... Luzinki. J'étais chef de projet dans une agence, petit chef de projet dans une agence. Et puis, ça a plutôt bien marché parce que Pierre Luzinki, donc un Marseillais qui avait fondé cette agence, était très ambitieux. Et je crois qu'on a réussi à se compléter. Très rapidement, l'agence qui était une petite agence marseillaise qui avait déjà un bon savoir-faire sur les métiers de l'événementiel localement, a pris son envol. Et quand je dis prendre son envol, c'est que je crois qu'au départ, on était 5 ou 6 dans l'agence et qu'à la fin, quand j'en suis parti, on était près de 70 salariés avec un bureau à Paris qui était devenu le bureau essentiel et une petite agence marseillaise qui était restée au niveau local. Et en fait, c'est devenu la plus grosse agence indépendante d'organisation d'événements en France. Donc, c'est un super challenge. C'est une belle réussite Belle aussi. réussite, ouais, belle réussite parce que on a commencé par accompagner des petits clients locaux et on a fini par être demandé par tous les grands comptes nationaux, voire internationaux, avoir des implants dans des sociétés comme McDonald's par exemple ou comme SFR. Et quand une petite agence devient une grande agence, évidemment, c'est un parcours qui permet d'appréhender beaucoup de choses très différentes les unes des autres. D'abord, le management, parce que passer de 5 ou 6 personnes, manager son projet, puis manager 70 collaborateurs, c'est pas pareil. Euh, Manager des projets à enjeux variables. L'enjeu d'une soirée anniversaire qu'on peut faire sur Marseille pour une petite PME ou gérer l'ensemble des conventions d'un réseau comme celui de McDo à travers le monde, c'est pas exactement les mêmes enjeux. Être chez IBM par exemple et avoir un contrat sur l'Europe, le Moyen-Orient pour être l'organisateur de tous les événements internes d'une compagnie comme ça, Ouais, c'est c'est énorme. des jobs très sympas parce que vous rencontrez des gens formidables et puis vous apprenez. Et c'est là où j'ai appris à gérer une entreprise, en fait. Et pas seulement gérer des collaborateurs. Parce que, bah, à un moment donné, vous êtes aussi obligé. Et le parcours, en fait, de chef de projet à associé, c'est un premier pas. Et puis l'associé qui devient le co-gérant d'une structure. Et puis le président d'une structure. Bah, ça vous oblige à vous intéresser à tous les sujets, au début, qu'on peut penser rébarbatifs. De la compta, du contrôle de gestion, de la ressource humaine. Et puis finalement, tout ça, bah, ça vous forge à la fois un caractère et puis un joli CV parce qu'ensuite, vous êtes très tout-terrain et très adaptable. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, en tout cas, je pense, pour quelqu'un qui veut évoluer dans sa carrière. Mm. Donc à cette époque, tu avais une trentaine d'années, c'est ça? Absolument. Et tu avais des parts dans la boîte? Oui, ouais, ouais, on s'est associés très rapidement. En fait, le fondateur s'est dit il y a quelque chose à jouer parce que il a vu que j'avais envie de développer et de l'accompagner. Et puis je pense qu'il ne s'est pas trompé et qu'ensemble on a fait un joli bout de chemin jusqu'à ce qu'on revende cette société à un groupe international. Et joli parcours. Joli parcours. Du coup, comment tu passes de Alice Événements, donc tu vends la boîte, enfin vous vendez la boîte, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu montes derrière où tu es repris en tant que directeur général de NPO. Ouais, alors en fait, l'histoire, elle est toute simple. C'est que quand on veut faire croître une agence événementielle, il y a deux solutions. Soit on développe son portefeuille de clients, et on était arrivé un petit peu au bout, soit on fait de la croissance externe en devenant propriétaire d'événements.
Et donc, on a au sein de l'agence créé un département et fait soit des créations, soit des acquisitions de salons, alors dans plusieurs domaines, d'événements sportifs dans plusieurs domaines, dont le rachat d'une boîte donc, qui s'appelait NPO. Alors NPO, ça dit pas forcément grand-chose. Si je vous dis Cyril Neveu, vainqueur du Paris-Dakar, un des premiers vainqueurs du Paris-Dakar et multiples vainqueurs, vous aurez le N de NPO, Neveu Pelletier Organisation. Et en fait, on a racheté cette entreprise le jour où Cyril Neveu avait perdu son associé d'une longue maladie et il avait besoin de s'entourer. Il n'arrivait pas à gérer cette structure tout seul et il avait besoin de s'entourer. Et on est venu en appui de Cyril pour organiser ces rallyes. À l'époque, il organisait le rallye de Tunisie et le rallye du Maroc et on a racheté cette entreprise finalement. Donc vous bossiez en fait avec lui, avec Alice Événements et ensuite exactement. Et quand j'ai vendu la société, en fait, on l'a vendu à un groupe qui s'appelle GL Events, qui est le leader mondial en matière de prestations événementielles, groupe lyonnais, fondé par Olivier Ginon. Et en fait, dans un groupe qui est coté en bourse, il n'avait pas forcément envie de gérer des opérations un peu particulières comme peuvent l'être des rallyes organisés au Maroc ou en Tunisie. Ça ne rentrait pas tout à fait dans le scope d'une boîte internationale. Il y avait un risque qu'ils ne voulaient pas supporter. Et donc, ils m'ont proposé de finalement garder cette activité et de la développer par moi-même en dehors de leur structure. Et j'avoue que ce jour-là, il a fallu franchir le pas, c'est-à-dire au lieu d'être salarié associé d'une société, devenir le patron et risquer le confort. Voilà, oublier le confort et se dire je crée ma première société. Et donc ça a été mon cas, création d'une première entreprise. Et au moment de le faire, plutôt qu'être à Paris, comme mon boulot, puisque mon boulot m'y obligeait pendant un moment en agence d'événements, je me suis dit j'aimerais quand même retourner à un endroit où il fait bon vivre. Et donc on est venu s'installer à quelques pas du circuit du Castellet, sans le savoir. Hein. On fait comme ça, la vie, elle est faite de signes. On s'est installé à 10 km du circuit et on a implanté nos structures dans la zone des Palus à Aubagne, pour créer et animer des rallyes et des salons, puisque j'avais également des idées de salons, donc qu'on a continué à produire. Et voilà comment on revient donc dans la région. Quand je dis on, c'est parce que je suis revenu avec mon épouse, Emma, qui elle a quitté, qui est une grande sportive, mais qui à l'époque, en tout cas, quand moi je l'ai connue sur le Paris-Dakar, était évidemment une athlète émérite, mais surtout qui bossait pour les parfums Christian Dior à Paris, dans le luxe, etc. Donc on a quitté tout ce monde un peu particulier, toutes les paillettes de la vie parisienne pour s'installer à Aubagne et habiter en pleine Sainte-Baume dans une maison au bout d'une piste. Bref, ça a dû bien changer. Un gros virage. Et dans une vie, je trouve que c'est très intéressant ces virages parce qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'on avait envie de faire. Et au moment où on a pris cette décision, eh bien, on avait, je crois, pendant quelques années, on a trouvé qu'on avait une vie d'exception. Et moi qui rêvais d'être Thierry Sabine, je suis donc devenu le patron de rallye et j'ai emmené donc des gens traverser les déserts, les guider vers les pistes ou les dunes. Et c'était quelque chose vraiment d'incroyable de se dire que ce qu'on a rêvé de faire quand on était très jeune sur son vélo. Je me souviens, moi, avoir transformé mon vélo en moto du Paris-Dakar quand on a 8 ans ou quelque chose comme ça. Et quand on se retrouve quelques années plus tard à la tête de ce type de projet, on se dit quand même que la vie est bien faite. Tu dois avoir une grande satisfaction à ce moment-là. Et tu restes quelques années, donc dans cette belle aventure. Oui, et cette belle aventure, elle nous amène sur le circuit Paul Ricard parce qu'à un moment donné, on s'est dit il y a peut-être un événement à organiser sur ce circuit qui était à côté de la maison. Voilà. Donc on y va, et on y va complètement au hasard, sans savoir finalement que les 2 années qu'on va passer sur le circuit à y organiser un événement lié à la moto,
on s'est associé avec Jean-Pierre Bonato, qui est un organisateur de manifestations dans le monde de la moto. Et ensemble, on a monté un très bel événement ici, si beau que les dirigeants du circuit ont regardé ça en se disant tiens, c'est étonnant quand même, les jeunes là, ils nous ont fait un événement formidable et ils ont démontré, et là on est dans les années 2008-2010 quoi. On est à un moment où le circuit est fermé, très peu utilisé, et on y amène un événement où le grand public, et en particulier les motards, viennent en grand nombre, près de 20 000 qui sont venus là. Donc sans doute un des événements les plus populaires à l'époque pour le circuit, organisé par des gens qu'ils ne connaissaient pas, qui n'étaient pas du milieu du sport auto. Et je crois que c'est ce qui aussi a permis de marquer un peu les esprits ici, au circuit Paul Ricard, et a fait que quelques temps plus tard, quand ils ont été à la recherche d'un dirigeant, ils ont pensé à moi. Et ça, ce n'était pas prévu dans le plan de carrière. Comme tout ce que tu as dit jusqu'à présent, rien n'a été prévu et finalement, il y a tout qui s'est fait un peu naturellement, d'une opportunité à une autre. Est-ce que tu crois à la chance ? Alors, j'ai pas la citation exacte, mais je pense que la chance, ça n'existe pas. C'est l'art de se créer les opportunités qui fait qu'on a cette fameuse chance. Moi, je me suis jamais rien interdit et j'ai jamais eu peur de rien. Ça veut dire que quand on vient vous dire est-ce que vous seriez notre futur directeur général sur un circuit de Formule 1, en tout cas à l'époque qu'il n'était plus, mais qui en avait l'ambition, moi je me suis dit bien sûr. Tu n'as pas du tout réfléchi ? Si, j'ai réfléchi à ce que je perdais. Et ce que je perdais en fait, c'était la liberté de partir dans le désert, faire un mois de reconnaissance, chercher dans d'autres pays, d'autres endroits pour organiser des événements. Ça, je le perdais et c'était une grande crainte pour moi parce que finalement, c'est ce que j'adorais le plus. Mais d'un autre côté, mon épouse m'a dit je crois qu'on n'a pas le droit de refuser. Il y a je ne sais pas combien de candidats sur un poste pareil et je pense qu'on n'a pas le droit de refuser ce genre d'opportunité. Donc, on va se débrouiller. Et elle m'a dit bah, moi, je vais m'occuper des rallyes, puis toi, tu vas t'occuper du circuit. Et pour elle, c'était un pari encore plus fou parce que quand on est une fille, qu'on doit travailler dans des pays d'Afrique du Nord, qu'on doit faire face, alors ça évolue tranquillement, hein, mais à un public plutôt macho qui n'a pas l'habitude d'être dirigé par une femme. Hein. Je pense aux pilotes de moto ou aux pilotes de voiture qui, à cette période-là, n'avaient pas encore imaginé que, voilà, garçon ou fille, il n'y avait pas de différence et que ça pouvait fonctionner tout aussi bien. Et donc, elle aussi a pris le pari, c'était le double enjeu de faire durer cette société, la faire vivre, la développer, ce qu'elle a parfaitement réussi à faire en parallèle de ce que j'allais être amené à faire ici au circuit Paul Ricard. Donc vous avez tous les deux des énormes postes à peu près au même moment. Ouais. Un drôle de pari. C'est une sacrée organisation aussi, j'imagine. Et puis en même temps, on a un enfant, comme ça on rajoute à la, on en rajoute en plus à la du complexité boulot. et au bonheur, évidemment, d'avoir à la fois des beaux boulots, une région formidable dans laquelle on vit avec plein de gens exceptionnels, et puis un enfant, le troisième pour moi, qui est... évidemment ce qu'on peut faire de mieux dans une vie, en tout cas ce que je crois. Et donc tout ça, on l'a mené de front, mais je dirais que plus on en mène de front, plus ça réussit et plus on est performant. Et l'un comme l'autre, on a exactement le même caractère pour ça, c'est-à-dire qu'on adore quand ça démarre très tôt le matin, que c'est déjà... à fond, le soleil n'est pas encore levé, on est déjà à fond, et puis ça finit sans doute tard le soir, en dormant le moins possible pour pouvoir recommencer le lendemain. Et ça, à la fois dans les activités sportives ou dans le monde professionnel et le business. Et elle gère toujours ces événements Alors, elle a, je crois, fait un autre pari, qui est de dire à un moment donné, la vie peut être courte, et donc je vais en profiter à fond pour
comme on est l'un comme l'autre des personnes qui aimons les challenges et les défis, elle a dit je vais réussir, ou en tout cas je vais tenter tous les défis qui m'ont fait rêver depuis que je suis toute petite. Et donc elle a une espèce de grande liste avec un certain nombre de choses insensées à faire, Oui, je et crois que elle les coche. récemment, elle a Alors, elle a fait le tour du monde avec 7 marathons en 7 jours. Elle qui détestait courir 2 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais fait plus de 10 kilomètres. Non. Et oui, et elle aimait pas ça. Et en 2 ans j'allais dire, moralement, elle est incroyable. C'est-à-dire, quand elle a quelque chose en tête, il faut aller au bout. Donc ça, elle abandonnera jamais. Et elle s'est transformée, j'allais dire, à la fois en termes d'entraînement physique et puis d'hygiène de vie, pour devenir marathonienne, ou en tout cas pour pouvoir tenter une aventure. Alors elle a commencé par le marathon de New York pour se tester. Puis elle s'est dit je vais aller au pôle Nord, puisque dans le tour du monde il faut aller dans le froid. Je vais aller au pôle Nord, ce qui aujourd'hui est devenu impossible puisqu'il n'y a plus de possibilité d'y aller en ce moment, réchauffement climatique oblige. Elle est allée au pôle Nord faire un marathon qu'elle a réussi, et là elle s'est dit bon bah c'est bon, je suis prête, je vais tenter le challenge des 7 marathons en 7 jours sur les 7 continents, qu'elle a parfaitement réussi. Donc pendant ce temps, nous, on regardait ça un peu à la télé, puis on est allé, on est allé la rejoindre sur son dernier marathon. Mais voilà, les défis, c'est devenu son quotidien. Alors en parallèle, elle continue à gérer des entreprises, mais où elle a moins besoin d'être dans l'opérationnel. Elle a pris un peu de recul sur ces choses-là, mais elle continue à gérer de front plusieurs carrières. Celle de maman, celle de sportive, celle de chef d'entreprise. Et puis là, elle a décidé qu'elle allait rentrer un peu dans la politique, ou en tout cas pour gérer le petit village où on habite qui s'appelle Cuges-les-Pins, où elle va se présenter au municipal. Donc voilà, elle s'ennuie pas, mais à la maison, on s'ennuie pas. C'est le principe de nos vies. C'est le principe. Elle a l'air en tout cas d'être une femme incroyable, qui me donne très envie de la voir sur le podcast du coup. Oh, je pense qu'elle aurait des choses, des choses à raconter. Mais moi, si je peux donner une petite anecdote avec Emma, on s'est rencontrés donc sur le Paris-Dakar, puisqu'elle était la première femme à tenter le Paris-Dakar en quad à l'époque où c'était en Afrique. Et donc moi qui étais motard et concurrent également du Paris-Dakar, on s'est comme ça croisés dans les dunes, et j'ai regardé cette fille en me disant mais c'est quand même dingue, elle est toute seule sur son quad au milieu du désert, il n'y a rien, à 100 km à la ronde, au milieu des dunes. Et puis elle y va, et elle croit en sa capacité à aller au bout alors que personne n'y est jamais arrivé. Et puis elle y va et elle y arrive. Donc j'ai trouvé cette personne exceptionnelle, et je me suis dit ça c'est quand même des gens incroyables, et ça m'a donné envie de poursuivre le chemin avec elle. Incroyable, c'est une très belle histoire. Du coup, le circuit, pour revenir donc au début, donc à 2011, sur le circuit, on vient te chercher, c'est ça, hein, oui, il y a un poste qui est ouvert, il y a des candidats, et puis on me dit est-ce que vous voudriez pas déposer votre candidature. Bon, alors quand on vous dit est-ce que vous voudriez pas déposer votre candidature, vous dites tiens, c'est curieux. Il y a une piste. donc j'ai refait un CV, ce que j'avais finalement jamais fait. En fait, mon CV, j'en avais fait un seul, c'est quand j'étais étudiant pour trouver des stages. Et puis depuis, j'en avais pas fait. Donc je me suis mis à faire un CV et à venir passer des entretiens. Puis ça s'est formidablement bien passé. J'ai rencontré un des administrateurs du circuit qui s'appelle Claude Sage, qui est un grand monsieur dans le monde de l'automobile, et un Suisse. Et puis je crois que là aussi, Claude Sage il a pris un risque. Il s'est dit, je vais faire confiance à ce monsieur qu'il ne connaissait pas. On n'avait jamais eu l'occasion de se connaître. Je vais lui faire confiance parce qu'il a l'air sûr de lui. Et il est humble, ce qui dans ce secteur n'est pas forcément une des caractéristiques les plus habituelles des gens qui évoluent dans le monde des sports mécaniques. Et j'allais dire que le mix entre quelqu'un qui a géré déjà une entreprise, c'est organiser des événements grand public, qui était finalement la stratégie qu'il allait falloir amener ici, et quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et voilà, peut être un bon portrait robot de candidat pour diriger un circuit. En fait, tu avais le bon profil. Oui et non.
En vrai, je crois qu'ils s'attendaient à trouver des candidats qui étaient déjà des directeurs de circuit ou des directeurs de team automobile ou moto. Mais enfin, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui soit plus un spécialiste du circuit qu'un chef d'entreprise spécialiste de la communication événementielle. Mais et je crois qu'aujourd'hui, 10 ans après, on peut regarder la progression de l'entreprise. L'idée, c'était vraiment de se dire, on a besoin d'un entrepreneur, on a besoin d'un créatif, on a besoin de quelqu'un qui va voilà, booster cette entreprise. Et mon premier travail quand je suis arrivé, ça a été de faire comprendre aux équipes que ils avaient une connaissance que je n'avais pas, qui était celle de l'exploitation de cette entreprise, et qu'il fallait donc qu'il soit le plus autonome possible et le plus responsable possible, de manière à ce que moi, je puisse faire mon vrai métier, qui est celui de développer, et pas celui d'exploiter, pas celui de gérer. Et il y a une équipe ici qui est exceptionnelle. Elle est faite, composée de passionnés, à la fois passionnés par ce qui se passe sur le circuit, hein, les sports auto, moto, etc., mais aussi passionnés par l'entreprise, c'est-à-dire comment on transforme une entreprise et comment on peut développer une entreprise. Et moi, j'ai eu cette chance-là de tomber sur une équipe. Finalement, j'ai rien fait. J'ai apporté, moi, ma vision et je leur ai peut-être montré qu'on pouvait y croire. Et à partir de ce moment-là, on a fait des choses formidables tous ensemble. Mais finalement, c'est là qu'il a été inspiré, donc le sage, en te choisissant, puisque tu avais cette casquette marketing, cette casquette communication. On peut être technique, on peut savoir gérer un circuit. Comme tu l'as dit, tu avais des équipes en fait formidables. Il fallait les inspirer. Oui, alors sans doute, il y a besoin, et je l'ai vécu plusieurs fois dans mon parcours, il y a besoin de quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et ça, sur les rallyes, par exemple, c'est quelque chose qui m'a semblé incroyable. C'est que les gens, quand on organise un rallye, ils ont besoin de suivre le patron du rallye. Alors vous vous dites, mais quand un tennisman va jouer Roland-Garros, est-ce qu'il sait qui organise le tournoi de Roland-Garros ? Je crois pas. Est-ce que quand on joue un match de foot, on sait qui est l'organisateur de ce match de football ? Moi, je crois pas non plus. En rallye, comme il y a une mise en danger, je pense que les gens, et on l'a vu sur le dernier Dakar avec des motards qui ont perdu la vie sur une épreuve sportive. Il n'y en a quand même pas énormément des épreuves sportives où on risque sa vie. Mais je crois que quand on est dans ces conditions-là, on a besoin de se raccrocher à quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est la même chose dans une entreprise. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils ont besoin d'avoir confiance et qu'on leur montre un chemin, qu'on les encourage à aller dans la bonne direction. Une fois qu'on a choisi cette direction, qu'on les encourage. Mais surtout, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent avoir confiance. Et que tout le monde peut se tromper, y compris le patron, mais que tous ensemble, on va rattraper le coup et on va trouver des solutions pour s'en sortir, voire pour gagner des challenges qu'on n'aurait pas imaginé entreprendre. Et quand je suis arrivé ici, dans la stratégie, j'avais donné 3, on va dire, événements clés. J'ai dit, pour que le circuit Paul Ricard retrouve la notoriété et l'image qu'il avait par le passé, et donc son public, eh bien, il va falloir qu'on ramène des événements très populaires qui ont fait la légende de ce tracé. Et donc j'ai cité le Bol d'Or, le Grand Prix Camion et la Formule 1. Donc tout le monde m'a regardé en riant, en disant il est sympa Claire, mais il est un peu utopiste. Il est un peu utopiste, ouais. Il est pas tout à fait dans le système normal. Non, concentrez-vous plutôt sur des petites courses qui sont déjà des choses compliquées à organiser. Ne rêvez pas. Tu as tout de suite rêvé grand, en fait, oui. dès ton arrivée. Mais on peut pas dans un endroit pareil, rêver petit. C'est-à-dire que les portes doivent être ouvertes. Aujourd'hui, on a près de 90 000 places
de spectateurs possible. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des spectacles à la hauteur de cet établissement, de ces infrastructures formidables. Il y a 350 hectares en pleine nature, il y a des aménagements incroyables, il y a eu des investissements colossaux qui ont été faits par les propriétaires. On ne peut pas simplement se dire on va faire tourner 3 voitures sur cette piste. Il faut avoir de l'ambition. Et puis, l'histoire a démontré que ça fonctionnait. C'est-à-dire quand on a de l'ambition et du sérieux, parce on peut pas faire n'importe quoi non plus. On peut pas rêver sans être et avoir derrière un vrai dossier à la fois économique et sportif sérieux. Et donc le travail, c'était celui-là, c'était de dire soyons très ambitieux et osons essayer de franchir les portes qui à ce moment-là étaient complètement fermées. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Tout à fait, puisque la Formule 1 donc, revient, elle est revenue il y a 2 ans Ouais, sur le 2018, circuit. 2018. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait ce grand rêve devenir possible? Mais en fait, le premier, ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis arrivé aux manettes ici, il y avait un dossier que mon prédécesseur avait imaginé, qui était sur un coin du bureau, et il me l'a montré. Et au moment de partir, il m'a dit, tu vois, bon ça marchera jamais, mais c'est un beau dossier. Et donc, moi, j'aime bien ça quand on vous dit ça. D'abord, j'aime bien parce que le travail avait été amorcé. Donc, il y avait déjà des choses qui avaient été imaginées. Et ça, c'était une base essentielle. Ensuite, il avait quand même été présenté jusqu'au Premier ministre à l'époque, François Fillon, qui en avait une copie dans son bureau. Et donc, il a fallu simplement, j'allais dire, c'est un peu comme le feu de cheminée. Il y a encore des braises. Ouais. Donc c'était une bonne base pour commencer. On a soufflé un peu sur les braises et essayé de réanimer un peu le feu sacré là, d'un dossier comme ça. Ça n'a pas tout à fait bien marché. En tout cas, la première tentative, ça a été même un gros échec, puisque le gouvernement de l'époque, ils ont perdu les élections. Et donc on s'est retrouvé avec un dossier qui n'était plus porté par personne. Donc quand c'est ça, vous avez du mal. J'ai quand même... pris mon petit cartable de VRP et je suis allé faire le tour à la fois au ministère des Sports, à la Fédération française du sport auto pour essayer de relancer, mais sans aucun succès, puisque la ministre des Sports de l'époque a dit non, mais la Formule 1, ça n'intéresse plus personne et on n'a pas besoin de ça en France. Donc quand on vous dit ça, vous comprenez qu'il n'y a pas de grandes possibilités. Néanmoins, j'ai pas perdu espoir et je me suis dit si on peut pas avoir un soutien national, peut-être que localement on peut, comme dans d'autres pays, l'Espagne en particulier, où les régions sont autonomes en matière de création d'événements. En Allemagne, c'est un petit peu la même chose. Il y a plusieurs pays où finalement les initiatives locales, même si elles ne sont pas portées par un gouvernement très centralisateur, elles peuvent fonctionner. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule et on est allé. Quand je dis on, c'est toute une petite équipe qui était motivée pour ça. Il y avait Éric Boulier, qui était le patron à l'époque de Lotus, le team de Formule 1. Il y avait Arnaud Péricard, qui est un avocat parisien, spécialiste du droit du sport et agent de pilotes et autres grands sportifs. Et puis, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, on est allé taper aux portes ici, dans les départements, dans les communes, au niveau de la région, pour expliquer ce que pouvait rapporter un Grand Prix de Formule 1 et quel était le montage qu'on pouvait imaginer. Et j'allais dire que de temps en temps, il y a un alignement d'étoiles qui fait qu'au même moment, on a un président de région qui vient d'être élu, qui s'appelle Christian Estrosi, qui avait le dossier en main, qui, dès son élection, m'a passé un petit coup de fil en me disant bon, comment on fait là, ce dossier, on y va? Et là, je me suis dit, eh bien, finalement, les hommes politiques, ils peuvent avoir une parole et surtout, ils peuvent marquer un territoire et donner du sens à, j'allais dire, un développement économique. Et souvent, les chefs d'entreprise disent les politiques, c'est pas notre univers, ça peut jamais fonctionner. Là, moi, j'ai compris ce jour-là que l'impulsion politique, elle pouvait être d'un immense secours pour les entrepreneurs que nous sommes. Et Christian Estrosi m'a dit, écoute, ce dossier me plaît,
mais il faut qu'on ait une justification économique qui soit qu'on puisse pas incritiquable ou en tout cas indépendante. Et il nous a demandé de nous rapprocher d'un cabinet pour faire une étude de retombées économiques qui soit parfaitement indépendante de nos travaux. Donc on a donné notre modèle économique, on a montré, donné nos chiffres, et puis ils ont travaillé. Et là, on s'est inquiété parce qu'on s'est dit, ouais, peut-être qu'en fait, ça rapporte pas et c'est illusoire de penser qu'une collectivité va nous soutenir. Et puis le cabinet a ramené son étude et c'était bien plus intéressant encore que ce qu'on avait pu imaginer, puisque le levier économique, pour 1 euro investi par la collectivité, il y avait 5 euros qui revenaient au territoire. Et en matière de subventions, à travers des emplois, à travers la consommation, la F1, c'est près de 10 000 personnes qui viennent travailler pendant une semaine. C'est près de 1500 emplois pendant la durée du Grand Prix qui sont ouverts à l'économie locale. Et puis, ce sont des sous-traitants locaux, ce sont des prestations qui sont achetées, de l'hébergement, de la restauration, du transport. Bref, ça a des retombées économiques, mais pas seulement sur le circuit et son proche entourage, j'allais dire les quelques kilomètres. Non, on sait que ça porte quasiment à l'échelle d'une région comme la région Sud. Et donc, une fois que cette étude a été publiée, toutes les collectivités locales ont joué le jeu. Et ça veut dire aussi que la couleur politique s'efface quand il y a un projet ambitieux. Quelles que soient finalement les couleurs, les partis, l'ensemble des décideurs politiques se sont ralliés à la cause du Grand Prix de France. Et on a fait revenir la F1 en France après 27 ans d'absence quand même sur le circuit Paul Ricard et 10 ans d'absence en France. Donc le pari n'était pas simple. Alors là, je vous parle de la partie je finance ce Grand Prix, mais il y avait aussi la partie comment l'organiser et comment faire que la Formule 1 accepte de revenir en France après avoir été, 10 ans plus tôt, mise dehors à l'époque du Grand Prix de France à Manicourt, qui s'était terminé par un échec financier qui avait fait qu'ils n'avaient pas pu produire le Grand Prix. Eh bien, là, ça a été le deuxième travail, et je remercie Éric Boulier, qui était, lui, dans le monde de la Formule 1, qui nous a soutenus et qui a présenté aux autorités de la Formule 1 notre dossier en leur promettant que c'était un dossier crédible. Et je peux vous dire que quand on est allé voir les dirigeants de la Formule 1, ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient plus aucune confiance dans les Français et que le précédent contrat s'étant soldé par un échec en cours de contrat, ils ne voyaient pas comment on pourrait leur prouver le contraire. Donc ça a été un travail très compliqué de retrouver de la crédibilité, mais grâce au concours de vraiment tous les gens qui bossent dans le sport mécanique en France, grâce aux politiques locaux, grâce à notre travail, on leur a amené un dossier qui était solide et ils ont accepté de signer un contrat avec nous pour faire revenir la Formule 1 en France. Donc, belle histoire, et il fallait y croire parce que les signaux étaient vraiment tous négatifs. Personne n'y croyait vraiment. Moi, tous les ans, je faisais une conférence de presse ici pour annoncer le programme de l'année et on me posait la question « Et la F1 alors, monsieur Clerc ?» Et je disais « Vous verrez, elle va revenir. » Et là encore, l'utopiste, le rêveur, le doux rêveur, je leur disais « Vous verrez. » Personne ne me croyait, mais comme j'étais quelqu'un d'un peu sérieux, ils disaient quand même, donc ils nous suivaient. Et d'un coup, on a su et on a annoncé de manière complètement surprise le retour du Grand Prix. On avait fait tout ça en secret. Et au moment où le contrat a été signé, on a annoncé que la Formule 1 revenait en France. Les gens étaient incrédules. On dit mais comment ils ont fait ? Voilà, il fallait le faire en silence et y croire. Et c'est ce que tout le monde a fait ici. Donc là, vous avez signé un contrat pour quelques années ou comment ça se passe ? Ouais, c'est un contrat de 5 années donc qui a débuté. Il nous reste 3 Grands Prix à livrer et c'est un contrat qu'on espère renouveler. Charge à nous, alors quand je dis nous, c'est l'ensemble des gens qui organisons ce Grand Prix. Nous, on est le circuit. Il y a un promoteur qui a été créé de toutes pièces, une société qui s'appelle un groupement d'intérêt public qui regroupe toutes les collectivités locales, nous-mêmes. Donc c'est le promoteur du Grand Prix. C'est le promoteur du Grand Prix. Comment vous fonctionnez par rapport ? Vous êtes indépendant ? Comment ça s'imbrique ? Alors en fait, nous sommes administrateurs de ce groupement, au même titre que la région, au même titre que les différentes collectivités qui le composent. Donc stratégiquement, j'allais dire, on a tous notre mot à dire.
Et puis après, opérationnellement, le promoteur a un budget à tenir et un équilibre à trouver entre des recettes qui sont limitées, qui sont celles des sièges de tribune ou des enceintes générales qu'on vend aux spectateurs, quelques partenaires locaux, quelques hospitalités pour les entreprises de la région, et puis d'un autre côté, un budget qui consiste à acheter à la Formule 1 le droit d'organiser, donc ça s'appelle le coût de plateau, plus tous les frais d'organisation, de gestion de la mobilité par exemple, ou de gestion du public et des animations. Eh bien, il faut avec tout ça faire un équilibre. L'équilibre, il est compliqué et le travail du promoteur, c'est de stratégiquement bien positionner son Grand Prix et puis en faire un maximum de promotion pour que on puisse arriver à l'équilibre, ce qui est l'objectif, j'allais dire, pour qu'on puisse renouveler ce contrat et l'installer dans la durée. Je sais que la première année, au niveau logistique, ça a été un peu difficile parce qu'il y avait énormément de spectateurs, donc 60 000. Oui, il y a près de 160 000 spectateurs sur les 3 jours. Et c'était, je ne vais pas dire au-delà de nos espérances, mais c'était évidemment un score exceptionnel pour cette manifestation. On n'a pas eu forcément beaucoup de chance avec la météo. On a eu une météo catastrophique, en particulier le dimanche soir, qui a fait que les gens ne pouvaient plus sortir des parkings. Enfin, c'était vraiment très compliqué. On a eu un vendredi noir, veille de Grand Prix, avec... et là aussi, quelque chose qui n'était pas comparable aux autres Grands Prix. Quand on a discuté avec les autres promoteurs, quand vous préparez un dossier comme ça, vous faites le tour de tous les autres Grands Prix pour voir comment ils s'organisent. En tout cas, vous allez voir ce qui vous ressemble un petit peu. Vous dites comment ils ont géré telle ou telle situation. Et tout le monde nous avait dit, le vendredi, malheureusement, c'est très calme, il y a très très peu de monde. Et puis on allait de Grand Prix en Grand Prix, puis il y avait... Je ne vais pas dire personne, mais en tout cas, il y avait un petit quart le vendredi, la moitié du public le samedi, et puis la totalité du public qui vient le dimanche. Nous, la totalité du public sont venus le vendredi. Donc... Ce qui génère un peu d'embouteillage. Ce qui a généré un peu de complexité pour les faire rentrer. Et puis, les gens avaient oublié aussi que quand on vient sur un événement sportif international, on essaye de covoiturer, c'est-à-dire de ne pas venir tout seul dans sa voiture. Et c'était le cas, la moyenne était à moins de 2 personnes par voiture sur le Grand Prix de France, ce qui est la plus mauvaise des moyennes quand on compare à tous les autres Grands Prix, mais parce que les gens n'avaient pas l'habitude, où ils avaient oublié. Ensuite, ils sont tous partis 1 heure avant de l'heure à laquelle ils souhaitaient tous arriver, c'est-à-dire globalement, ils sont partis à 9 heures pour arriver à 10 heures. Donc ça a été très complexe. Et puis nous, on n'avait pas imaginé autant de monde ce jour-là. Donc le dispositif n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu. Bon, l'expérience, on apprend vite. On a travaillé la nuit du vendredi. On a réinventé un dispositif, en tout cas avec ce qu'on pouvait faire pour la gestion des parkings et la gestion des axes routiers. Et puis le samedi matin, ça s'est parfaitement passé. Samedi soir, parfaitement passé. Dimanche matin, parfait. Et la catastrophe du dimanche soir, on pensait avoir gagné notre pari. Nous, on avait réussi à faire rentrer tout le monde. Il n'y avait pas eu d'embouteillage le dimanche matin. Et puis le dimanche soir, il y a eu un orage terrible. Et les gens sont restés entre 2 et 3 heures dans leur voiture. Donc forcément, là, le mal était fait en termes de communication. Parce que ce qu'on a retenu du Grand Prix, c'est qu'il y avait des problèmes de mobilité. Alors qu'on avait vécu, finalement, en tout cas, ceux qui étaient là peuvent quand même le dire, c'est un dimanche exceptionnel du matin jusqu'au moment où il fallait sortir. Vous n'avez pas eu de chance non plus pour la météo. Ce qui est bien, c'est de commencer par le pire, c'est-à-dire maximum de spectateurs et météo catastrophique. L'année 2 a permis de démontrer qu'on savait faire. Et je félicite les équipes qui ont travaillé sur la mobilité, donc au sein du groupement d'intérêt public, parce qu'ils se sont vraiment posé les bonnes questions. Et la première des questions, c'était enfin, on a des données et on va pouvoir travailler à partir de data. Ce qui se fait, j'allais dire, très logiquement, mais quand vous faites un événement pour la première fois, vous n'avez aucune donnée. Donc la première année, on en a souffert. La deuxième année, à partir de là, on a travaillé et ils ont fait un plan de mobilité, rajouté des parkings relais, rajouté des navettes, essayer d'expliquer à notre public qu'il fallait un peu anticiper les choses et s'organiser différemment pour que tout se passe avec une bonne fluidité. L'année 3, c'est la véritable année test, parce que l'année 3, si
et les premiers chiffres nous donnent beaucoup d'espoir. La billetterie continue à travailler comme elle travaille en ce moment. Je pense qu'on va retrouver des chiffres qui vont ressembler à ceux de la première année. Et donc, un bon dispositif, beaucoup de spectateurs. C'est là voilà, où on va pouvoir vérifier que les calculs sont les bons et que tout se passe bien. Mais en tout cas, tout le monde est mobilisé parce que la mobilité reste un sujet et un enjeu majeur de ce Grand Prix. En tout cas, vous avez démontré au bout de 3 ans qu'il y a un fort intérêt pour le sport automobile, que la culture, elle est encore là en France. Avoir autant de spectateurs, comme tu l'avais dit, c'est incroyable, c'est inimaginable. Vous avez réussi, en tout cas, à votre pari, de démontrer que l'intérêt était bien réel. Alors la Formule 1, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est en croissance. C'est-à-dire que souvent, les esprits chagrins vont un peu autophobes ou vont dire oui, mais la Formule 1, ça n'intéresse plus personne. Les audiences télé sont en forte hausse. La fréquentation de l'ensemble des Grands Prix est en forte hausse. Quand je dis en forte hausse, c'est qu'il y a deux choses qui ont été travaillées depuis les 2 dernières années. C'est l'ouverture à un public plus jeune, avec aujourd'hui beaucoup d'efforts et d'animation à destination des jeunes. Et ensuite, un maximum d'animation, c'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement voir une course de voiture, on vient passer un week-end de fête. Un week-end de fête, ça veut dire des concerts, ça veut dire des spectacles aériens, ça veut dire des expos, ça veut dire des rencontres avec les pilotes, des débats, des séances de dédicaces, des selfies avec les stars de la Formule 1. Tout ça, aujourd'hui, fait partie du Grand Prix. Et je dirais, on changeait un peu le public. Et quelque part, on a toujours le public des passionnés. Et sur le circuit Paul Ricard, il y en a toute l'année des passionnés pour toutes les courses. Donc ceux-là, évidemment, ils répondent présents. Mais on a élargi à un public familial qui vient de toute la France. Et je dirais, un peu plus loin, aujourd'hui, un public qui vient d'Europe. Mais notre vrai travail, c'est d'aller, comme nos confrères le font dans d'autres pays, chercher des spectateurs à l'international. Parce que c'est une occasion de faire un voyage et donc de venir faire du tourisme dans notre région. La date s'y prête formidablement bien. On est au tout début de l'été. Donc cette année, le Grand Prix, c'est la Summer Race pour expliquer que c'est la course de l'été et que c'est celle où on peut venir passer des vacances. Et je crois que si maintenant, et on travaille beaucoup avec les collectivités locales et leurs services de promotion touristique pour faire de cet événement non pas juste un événement de sport mécanique, mais un alibi ou en tout cas une occasion de donner envie aux gens de venir et de passer une semaine dans la région sud. Et si on réussit ce pari, on installera le Grand Prix dans la durée. Aujourd'hui, c'est un Grand Prix qu'on peut qualifier de français avec 20-25% de clientèle européenne, mais il faudrait qu'on arrive à faire moitié-moitié, c'est-à-dire moitié de français et moitié d'internationaux. Ce serait effectivement des retombées énormes pour la région, au niveau touristique, de visibilité aussi. Exactement, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, un Grand Prix de Formule 1, c'est près de 100 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que quand on organise le Grand Prix de France, vous avez une image de la région qui se balade devant 100 millions de téléspectateurs, ce qui est sans doute la campagne la plus énorme que pourrait se payer un organisme de promotion touristique, un office du tourisme. Jamais il va s'adresser à 100 millions de téléspectateurs. Là, on donne cette opportunité-là et je pense que les élus ne s'y sont pas trompés. C'est un outil d'image, c'est un outil de retombée économique et c'est un outil d'animation et de dynamisation du territoire. Ça veut dire aussi qu'on imagine autour du Grand Prix pouvoir accueillir de plus en plus d'entreprises liées au sport mécanique parce que le territoire maintenant s'affiche comme un territoire spécialisé dans la mobilité et les sports mécaniques, mais c'est aussi l'occasion de faire venir des touristes. Donc tout ça, ça justifie l'investissement qu'ils ont fait à nos côtés. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres en termes de salariés permanents, chiffre d'affaires Alors le circuit, c'est 90 salariés permanents. C'est une petite ville ici, on est sur un domaine qui fait 150 hectares donc pour la partie circuit. On est autonome dans notre gestion, on va dire un peu comme une commune. On gère nos déchets, on gère notre électricité, on gère la distribution de l'eau, on entretient nos espaces, etc., etc. Donc 90 personnes, c'est un chiffre d'affaires, le dernier 25 millions d'euros.
en 2019. Et c'est un chiffre d'affaires qui est en croissance chaque année depuis une dizaine d'années. On a plus que doublé en 10 ans. Donc, accélération de l'économie. Mais il n'y a pas que le circuit. Autour du circuit, on a des établissements qui sont nos frères et sœurs ou nos filiales. Un aéroport. Alors, on ne le sait pas forcément, mais on a un vrai aéroport avec une piste qui est capable d'accueillir des Boeing, des Airbus A319, des jets privés, évidemment, mais des avions de plus grande dimension. Pendant le Grand Prix de France, il y avait des avions qui faisaient 80-90 places, qui amenaient des spectateurs directement à 3 minutes du circuit. Donc on a un véritable aéroport. Il est très apprécié des clients, de la clientèle des jets, de l'aviation d'affaires, les jets privés, parce qu'on a des hangars qui leur permettent d'abriter leurs avions. Et puis, on peut travailler ici en toute confidentialité. Donc, ça veut dire qu'ils sont tranquilles, ils posent leur avion, ils ne sont pas embêtés, ils prennent leur voiture, ils s'en vont dans leur résidence secondaire, sur leur yacht. Pour ceux qui sont là de manière épisodique pour faire du tourisme. Et puis, pour les gros industriels qui utilisent l'avion pour se déplacer, bah, ça a un côté très, très pratique, évidemment. Et puis, on a 2 hôtels. En 5 étoiles, qui est dirigé par Alexandra Baquier, et son époux, Christophe, est un chef triplement étoilé, puisque c'est un de nos rares 3 étoiles français, et on a la chance de l'avoir au Fourneau ici, ce qui donne un établissement. L'hôtel du Castellet est un établissement qui est maintenant réputé internationalement. Et puis on a notre hôtel 3 étoiles, celui-là, qui est l'hôtel plus destiné aux pilotes, aux ingénieurs, aux mécanos qui viennent travailler sur le circuit. Donc cet ensemble, il fonctionne bien. Ça représente en tout 220 salariés permanents, sans compter, et je le disais tout à l'heure, les emplois temporaires qu'on est amené à créer. 1000 à 1500 personnes pour la Formule 1, 500 pour le Bol d'Or, 200 à chaque fois qu'il y a un événement ouvert au public, entre le personnel de sécurité, le personnel en cuisine, les hôtesses d'accueil, etc. Donc vraiment une entreprise à échelle variable. On est 90 salariés sur le circuit, puis parfois on est 1500. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez rare et étonnant. C'est énorme de passer de 80 à 1500 en si peu de temps. Mais le plus compliqué pour nous, c'est en matière de restauration, de passer de 30 personnes le lundi à 600 couverts à servir à midi le mardi, et à 2000 pendant le week-end. Évidemment, ça demande d'avoir un savoir-faire et des équipes adaptables, et qui ont cet esprit de commando, c'est-à-dire, OK, là maintenant, il faut qu'on recrute 200 extras pour le week-end. Et ils cherchent 200 personnes pour pouvoir servir dans les buvettes et les snacks du Grand Prix de France, par exemple. Donc c'est un métier très particulier. En effet, si on n'est pas équipé pour, j'imagine que ça peut vite devenir une catastrophe à tous les niveaux. Ouais, c'est pour ça qu'il faut des gens particulièrement prévoyants, c'est-à-dire qui anticipent, mais aussi des équipes rodées à se transformer, à mettre les bouchées doubles quand il le faut, et à s'investir à fond tout le temps. On a un métier qui est saisonnier. C'est vrai que les mois de décembre, janvier jusqu'à mi-février sont des périodes calmes. C'est la période où on fait des travaux ici, où on fait de la maintenance. Et puis après, une fois que la saison démarre, il faut penser par exemple sur le circuit, qu'on a globalement 300 journées d'activité sur le circuit. Ça veut dire qu'une fois qu'on a démarré, il n'y a quasiment aucun jour de relâche sur le calendrier. Et donc ça veut dire qu'il faut des équipes qui tiennent le rythme. On leur fait faire du sport, on encourage dans l'entreprise à bien se préparer, parce qu'une fois que la saison a démarré, on ne peut plus lâcher. Très bien. Bon, j'avais plein de questions, je ne vais pas pouvoir toutes les poser, mais en général, pour le sport de compétition, quel avenir vois-tu ? Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de changer d'époque, et que le sport est devenu un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que le sport d'hier n'aura pas d'avenir,
et qu'il faut qu'il se transforme. Alors, il faut se transformer en matière de développement durable, et c'est quelque chose que ici au circuit, on a entamé depuis près de 10 ans. On n'a pas attendu la mode de la culture verte pour se transformer. Ça, on l'a compris, nous, il y a presque 10 ans. Et les efforts qu'on mène en matière de respect de l'environnement et de limitation de nos impacts, ils sont aujourd'hui récompensés. D'abord parce que les certifications qu'on a reçues, on vient de recevoir le label 3 étoiles vertes de la FIA, qui est le plus haut grade en matière de respect environnemental pour une activité liée au sport mécanique. Tous ces efforts, ils commencent à être payants. À être payants parce que on s'aperçoit qu'on est quasi autonome dans notre production d'énergie, c'est-à-dire qu'on consomme l'équivalent de ce qu'on produit, qu'on n'a plus aucun impact sur... C'est-à-dire comment vous produisez ? Essentiellement stations photovoltaïques. Donc on a équipé à la fois nos parkings et nos toitures de panneaux photovoltaïques et on arrive à produire l'équivalent de nos besoins. Donc ça, c'était un premier pari. Ensuite, la limitation des impacts, le développement de la faune et de la flore. On fait un recensement annuel à chaque saison des espèces ici qui vivent dans notre environnement et on s'aperçoit que tous les indicateurs sont au vert. C'est en forte croissance. Il y a de plus en plus d'animaux, d'insectes. Voilà. Aujourd'hui, j'allais dire, pour nous, c'est quasiment plus un sujet. On a, avec les riverains, un dialogue qui est permanent en matière de, j'allais dire, la seule perception que peuvent avoir les riverains, c'est les émissions sonores qui parfois dépassent le cadre de notre enceinte. Eh bien, on travaille avec nos riverains pour essayer, de limiter ces émissions. Donc là, il y a un travail sur la réglementation. On fait du lobbying pour essayer de baisser les niveaux sonores des voitures et des motos qui sont en piste. Donc ça, c'est important, mais ça prendra encore un peu de temps, je pense. Mais en revanche, on travaille avec nos riverains pour limiter leur ressenti. Ça veut dire faire attention sur certains horaires, sur certaines périodes, sur certains types de manifestations. Et ce travail, aujourd'hui, il est très intéressant, je trouve, parce qu'il nous inscrit vers le futur. Et c'est important quand on est à la tête d'une entreprise de ne pas raisonner seulement sur le prochain exercice, mais est-ce que mon entreprise pourra encore évoluer dans une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Donc ce travail, on le mène sur le développement durable et c'est quelque chose de... Qui te tient à cœur. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas un gadget. C'est au centre désormais de notre stratégie du futur. Et sur la compétition, une fois qu'on aura réglé ces problématiques-là, ensuite, il faut bien penser que les spectateurs d'aujourd'hui ont envie d'être des acteurs. Et c'est quelque chose de formidable d'être dans une période où les moyens technologiques vont leur permettre de devenir acteurs et de s'immerger encore plus dans la course grâce aux images virtuelles, grâce à tous les progrès de la technologie en matière de communication. Désormais, avec son téléphone ou avec sa tablette, on va pouvoir regarder les caméras embarquées des voitures qu'on est en train de voir sur la piste. On va pouvoir suivre le pilote dans les stands, voir ce qu'il est en train de faire, regarder ses données de télémétrie, ses données corporelles. Est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il n'est pas en forme, etc. Et vivre la course de l'intérieur jusqu'à devenir pilote. Donc là, on est plutôt dans la simulation. Pilote et faire la course en même temps que les autres avec sa tablette. Pendant que les autres font la course en vrai, vous êtes la voiture virtuelle qui vient s'y ajouter. Et donc tout ça, ça va révolutionner la façon d'accueillir les spectateurs. Ça va nous demander de, sans doute, transformer les tribunes en salon, en bar, en lounge technologique où les gens vont pouvoir avoir des expériences différentes de celles d'aujourd'hui. Et ça, je dirais, on est déjà au travail pour ce qui devrait apparaître dans 4 à 5 années sur le circuit. On a parlé avant l'interview, il pourrait y avoir une vente du circuit Paul Ricard. Vous êtes bien renseigné. Comme tu le sais, voilà, toute entreprise à un moment est désirable. À partir du moment où elle a des bons résultats et une bonne image, elle donne envie à des investisseurs. Nos propriétaires actuels ne sont pas fermés à l'idée de passer la main. Ils ont acheté il y a maintenant 20 ans. Et donc, peut-être qu'il y a un cycle qui s'est déroulé. Et pour un investisseur,
ou un futur investisseur, il y a des idées de développement, il y a des idées de transformation de cet ensemble aéroport, hôtel, circuit qui peuvent générer de l'appétit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des demandes. L'image du circuit est bonne, la rentabilité est cohérente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui vivent tout à fait normalement, tout à fait positivement. Elles créent de l'emploi, elles créent de la richesse. Donc, on attend, je dirais, d'un investisseur futur qu'il ait des projets pour nous. Et ça pourra être, on a vécu 50 ans, pourquoi pas écrire les 50 prochaines années avec un nouvel investisseur. Comme tu disais justement, en termes d'innovation, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup d'investissements. Il y a peut-être besoin aussi d'amener une nouvelle source financière pour pouvoir réaliser... Oui, on est à une époque où évidemment lever des fonds et réinjecter dans notre économie de quoi se transformer, c'est à mon avis ça va devenir une nécessité. Donc aujourd'hui, le circuit se porte bien, il travaille tout à fait correctement et nos propriétaires actuels en sont très contents, mais peut-être que pour aller plus loin et pour aller plus vite, une ouverture du capital à d'autres investisseurs serait la bienvenue. Ok. Pour finir, quelques questions pratiques. Est-ce que tu continues le sport ? Je sais que tu es passionné de voitures, de moto surtout. Tu continues à en faire ? Oui, et de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose de génial, c'est de pouvoir se dire que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de réaliser mes rêves. L'année dernière, j'avais un rêve, c'est celui de faire le rallye Monte-Carlo. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Dans ma jeunesse, j'ai pu faire le Dakar plusieurs fois. Et j'ai encore plein d'ambitions. J'ai commencé à rouler sur circuit, ce qui est une grande nouveauté pour moi. Et donc, je vais continuer cette année à aller sur certaines pistes, rouler en voiture. Et puis en moto, je continue mon loisir de la moto tout-terrain qui reste ma discipline de prédilection. Où tu te vois dans 5 ans au niveau professionnel ? Je n'en ai aucune idée et je ne me pose pas la question. Le quotidien est tellement prenant que je crois qu'on se concentre sur le court terme. Mon objectif, c'est vraiment de préparer cette entreprise pour le long terme. Mais tant qu'il y a du boulot ici, je pense que j'ai la chance d'avoir un magnifique bureau, un cadre de travail exceptionnel, des collaborateurs fantastiques. C'est exceptionnel. Donc, quand on est dans cet univers-là, on n'a pas forcément envie de changer, mais plutôt de construire et de continuer à construire. Sur tout le parcours que tu as eu, les opportunités viennent à toi plutôt que d'aller les chercher. Oui, je laisse à la vie le soin si elle a envie de me proposer quelque chose d'autre, de venir me le proposer. En tout cas, aujourd'hui, je me sens formidablement bien dans cette structure et dans cette région. Et j'imagine en tout cas que d'autres choses arriveront, mais je ne sais pas quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu aurais envie de parler d'autre chose ? Est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs ? Je dirais, je pense à notre jeunesse et à ceux qui aujourd'hui ont envie de faire un métier passionnant. Il faut croire en ses rêves. Moi, j'ai toujours été fan donc, de sport mécanique. Je suis aujourd'hui et je vis de ma passion. Je vis dans ma passion, de ma passion. Je pense que ça, c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à quelqu'un qui veut travailler, c'est de travailler dans un domaine qui lui plaît, qui lui convient, qui le passionne. Et donc, mon message, ça serait simplement croyez en vos rêves, mais travaillez. Il n'y a rien qui tombe tout cru, il faut bosser, bosser, bosser. C'est là le secret. Et quand on travaille et qu'on est passionné, forcément, on réussit. Magnifique, je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles et je te remercie énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview dans ces beaux locaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous aussi qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur iTunes et en me laissant un gentil commentaire. Cela aidera à faire connaître le podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être averti dès la sortie du prochain épisode ou de me suivre sur les réseaux sociaux à Mia Batman, M-I-A-B-A-E-T-E-M-A-N.
À la semaine prochaine pour découvrir mon prochain invité.